Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une légère vidéo mea culpa et on va reparler de Game of Thrones parce qu'hier, écoutez, je pense que j'ai dit quelque chose sur lequel je dois revenir. Dans ma critique de l'épisode 5, j'ai plus ou moins accusé les gens qui n'appréciaient pas cet épisode 5, qui lui faisaient des reproches, de dire que c'était des gens qui n'avaient pas eu ce qu'ils attendaient. Et là-dessus, je dois avouer que même si c'est un phénomène qui existe dans plein de domaines, dans plein de séries, qui concerne plein de films, pour cet épisode de Game of Thrones, ce n'est probablement pas vraiment la cause de la déception. Voilà, force est de constater que tous les commentaires qui sont venus m'expliquer les choses m'ont un peu fait comprendre cela. En effet, la cause de la déception n'est pas parce que les gens n'ont pas eu exactement ce qu'ils attendaient. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est parce que la cause est ailleurs, et je la trouve très très discutable. Donc on va en parler rapidement, ou peut-être longuement, ça on va voir. La cause, en fait, de cette déception viendrait d'un manque de cohérence, ou en tout cas quelque chose qui n'a rien de logique, sur plein d'aspects. Donc on va dire sur les parcours des personnages principalement. Donc on va citer par exemple Daenerys, il y a Tyrion qui va être mis en cause, Jaime, Cersei, et on peut même parler d'Arya et potentiellement du dragon de Daenerys. Voilà, donc tous ces espèces de parcours, de choix qui sont faits par les scénaristes et qui donc sont mis en scène par les réalisateurs, sont remis en question et sont considérés comme étant pas logique, comme étant écrit avec le cul. J'ai lu vraiment des choses qui expliquent que c'est vraiment précipité, écrit de la merde, des choix, des facilités dans tous les sens. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir parce que, certes, c'est pas du tout une question d'avoir eu ce qu'on attendait, au final. C'est une question donc de logique. Et ce qui est intéressant avec la logique, en fait, c'est que chacun a la sienne. Et pour moi, beaucoup de choses qui sont critiquées dans cet épisode comme n'étant pas logiques, le sont vraiment. Mais vraiment, vraiment. Donc je vais exposer ça rapidement en expliquant pourquoi ce qu'on peut considérer comme une facilité est finalement, quasiment, systématiquement, expliqué dans cette série, et que l'écriture est beaucoup plus resserrée qu'on pourrait croire. Après oui, cette saison a des défauts, c'est sûr que ça change radicalement avec ce qu'était Game of Thrones au départ, mais moi, je l'explique depuis la saison 7, c'est à partir du moment où une fin se dessine, on ne peut plus être dans le même rythme, les choses ne peuvent plus avancer de la même manière. C'est-à-dire que Game of Thrones, ça a toujours été une série où les choses vivaient de manière organique, mais à partir du moment où on oblige de manière artificielle, on va dire de manière scénaristique, à ce que tout se resserre vers un point précis qui est une fin, les choses ne peuvent plus évoluer de manière organique et se disperser. Parce que Game of Thrones avait une tendance à se disperser, à accumuler les personnages, à accumuler les storylines, à accumuler même les lieux, et fatalement, il y a un phénomène qui est obligatoire d'entonnoir, qui est obligé, si tu veux terminer une série, alors après, ça aurait pu prendre plus de temps pour façonner cet entonnoir et faire en sorte que ce soit peut-être plus harmonieux, c'est sûr que c'est un défaut, et ce côté rocher, il est quasiment impardonnable et indéfendable. C'est un rythme très très particulier à suivre quand t'as aimé Game of Thrones, c'est compliqué, je suis d'accord. Mais ouais, il y a forcément ce phénomène d'entonnoir qui a lieu, qui fait que les personnages, par moment, vont devoir faire des choix qui peuvent poser problème. On va voir s'ils sont explicables et expliqués dans leur narration, pour justement que voilà, tout converge vers le point qu'ils avaient décidé, dans lequel les showrunners ont décidé de terminer cette série. Voilà, donc c'est sûr que ça change, c'est obligé, mais ça c'est logique, à partir du moment où tu mets une destination, là où il n'y en avait pas avant, là où ça évoluait librement, c'est obligatoire que ça change. Et donc je vais revenir sur ces fameuses erreurs de logique, on va prendre cas par cas, et je vais vous expliquer en quoi. Eh bien écoutez, moi je trouve ça totalement logique ce qui se passe dans cet épisode. Le premier c'est évidemment Daenerys, donc Daenerys, vous avez tous la scène en tête, elle est sur son dragon, elle vient de dévaster toute la flotte, il n'y a quasiment plus aucun scorpion debout, les armées de Cersei se rendent, les cloches sonnent, voilà donc... Elle a gagné. La ville est à elle, elle a gagné, Cersei est en haut de la tour, et bizarrement Cersei bouge pas trop, et elle pète un câble. Elle pète un câble, elle décide de cramer toute la ville, avec les civils dedans, de tout foutre à feu et à sang, de déverser l'apocalypse. En quoi c'est, pour moi, cohérent et logique avec le personnage. Daenerys, à la base, c'est quand même une princesse en exil, pour qui le trône est devenu une obsession. Elle considère que elle est l'héritière du trône. L'héritière naturelle, il n'y a personne qui peut contester ça, le trône lui est voué. Et donc elle va tout faire pour accéder au trône, c'est devenu vraiment sa motivation principale, quitte à faire de bonnes saloperies sur le chemin, donc elle va quand même réussir à cramer des gens sur le passage, parce qu'elle a toujours eu ce rapport où, vu qu'elle se considère être la reine, c'est soit tu es de son côté et tu l'aimes, soit tu n'es pas de son côté et tu te fais cramer. C'est quelque chose qu'elle a systématiquement fait, elle a cramé beaucoup de monde, récemment par exemple elle a cramé les Tyrell. Les Tyrell, certes c'était des soldats, mais il n'y avait pas une nécessité urgente de les cramer au moment où elle l'a fait. Mais elle l'a fait pour asseoir son autorité. Parce que Daenerys, tu l'aimes ou tu flambes. Un caractère un peu irritable, dès que tu la contredis, ça va mal, et heureusement, elle a toujours eu des conseillers qui, un peu, la bridaient.
Et le truc, c'est qu'elle a traversé donc la mer pour arriver sur Westeros, et depuis, c'est un peu compliqué pour elle. Personne dans Westeros l'aime, donc déjà, elle se dirait, bah, j'irais bien cramer tout le monde. La seule personne qui l'aime, en fait, c'est Jon Snow. Et Jon Snow, eh ben, elle vient de découvrir quelque chose d'assez important, qu'en fait, il était plus légitime qu'elle à obtenir le trône. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On pourra revenir sur l'écriture générale des persos féminins, mais en deux mots, Daenerys, elle considère qu'à partir du moment où Jon Snow couchera avec elle, elle aura moyen, plus ou moins, de le contrôler. Voilà, il sera un peu sous son emprise. D'ailleurs, c'est dit à un moment par je sais plus quel personnage, je crois, par Tyrion, voilà, que à partir du moment, ou par Sansa, je crois, ou plutôt Sansa, qu'il y a cette histoire de manipulation qui est faite à partir du moment où Jon Snow est un peu sous l'amour de Daenerys. Le truc, c'est que dans cet épisode, il y a ce moment où elle veut que Jon Snow l'embrasse ou fasse l'amour avec elle, et Jon Snow refuse, et c'est là où elle prend sa décision, où elle dit ok, bah à partir de là, je gouvernerai par la peur. Et c'est pas anodin, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode précédent, après la bataille de Winterfell, il y a Tormund, là, qui fait des blagues sur Jon Snow en disant « Ah, il était tellement classe sur son dragon, t'as vraiment, voilà, on dirait vraiment un roi, enfin, voilà, il s'est battu au même titre que Daenerys, mais qu'est-ce que les gens retiennent, les gens du Nord retiennent, les gens du peuple de Westeros retiennent, c'est que Jon Snow, sur son dragon, il avait l'allure d'un roi. Et ça, Daenerys, elle était à côté, elle a tout entendu, et elle l'a vraiment mauvaise, et elle se rend compte que si elle n'arrive pas à contrôler Jon Snow, si elle laisse les choses faire, Jon Snow finira, quoi qu'il arrive, par lui prendre le trône, parce que bah c'est à lui que le trône est supposé revenir, et vu qu'il est plus aimé par les gens de Westeros qu'elle, c'est évident. Donc elle est sur son dragon, les cloches sonnent, qu'est-ce qui se passe si elle crame pas la ville? Elle va descendre, elle va prendre la ville avec tous ses habitants dedans, tout le monde va dire « Ouais, bravo, la reine des dragons », voilà, mais au fur et à mesure du temps, potentiellement, les gens vont trouver que Jon Snow est peut-être plus adéquat, et assez rapidement, le peuple pourra se soulever et bah, avoir envie de mettre Jon Snow sur le trône. C'est une éventualité. Ok, elle aura réussi à gagner cette bataille grâce à son dragon, mais elle n'a pas l'amour du peuple qui va la soutenir derrière elle. C'est qu'à ce moment-là, ces gens-là ne l'aiment pas. Elle considère que ces gens-là ne l'aiment pas, parce que depuis qu'elle est à Westeros, personne ne l'aime. Et à l'inverse, tout le monde aime Jon Snow. Donc fatalement, dans sa tête, elle se dit, à terme, il va me choper le trône. Elle switch, et en cramant le peuple, elle assoit clairement son autorité. Les gens vont la craindre plus que jamais. Les gens sont tellement tétanisés par ce que je viens de faire, que certes, je vais gouverner dans la peur, mais au moins, personne osera se rebeller. Je pense que c'est clairement ce qu'elle se dit. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été planté tout au long de la série sur cette dernière saison. Il y a même une reminiscence dans la saison 2, où elle dit clairement à un mec de je sais plus quelle ville, qu'elle va cramer tout Westeros. C'est quelque chose qui est planté depuis longtemps. Ça sort pas de nulle part. Daenerys, elle a jamais eu l'ambition d'être une reine du peuple de Westeros. Elle a eu l'ambition d'être une reine qui va générer un nouvel empire, mais elle n'a pas cette empathie pure pour le peuple de Westeros. Vraiment pas. Depuis le début, c'est quelqu'un qui est obsédé par le trône, et à partir du moment où le fait d'avoir le trône ne lui est plus dû, eh ben, elle craque et elle fait quelque chose d'horrible pour réussir à l'obtenir et à le garder. Donc oui, au moment de la séquence, ça arrive vite, on a l'impression que c'est une décision qui est prise sur le moment, on se dit, bah pourquoi elle fait ça? Mais ça a été un peu préparé quand même. Le fait qu'elle dise à Jon Snow, ce sera la peur, c'est pas anodin, et ça veut clairement dire qu'elle préparait ça. Et on dit, mais pourquoi elle va pas buter Cersei? Parce que Cersei, à ce moment-là, c'est pas sa priorité. Elle considère que si elle brûle la ville, Cersei brûlera avec. Elle n'a pas cette espèce de contentieux personnel avec Cersei. Alors oui, Cersei a exécuté Missandei la veille, ou on sait pas trop combien de temps avant, donc elle pourrait aller la buter personnellement, mais c'est pas... Son but, c'est le trône. C'est l'obsession du trône avant tout. Et c'est pas juste en butant Cersei qu'elle va garder le trône aussi longtemps qu'elle le croit. Et au-delà de ça, je voudrais vous dire que oui, la folie, c'est quelque chose de pas extrêmement logique, en fait. Vouloir rationaliser à mort la folie, comme je viens de le faire, en expliquant les raisons et les causes et le pourquoi du comment, c'est très sympa, mais la folie, ça se déclenche aussi comme ça. Le propre de la folie, c'est justement d'être un peu incontrôlable, d'être quelque chose d'un peu inexplicable. Et scénaristiquement, c'est toujours certes plus agréable pour un spectateur quand quelque chose nous a été amené qu'un espèce de changement brusque, mais le propre de la folie, c'est aussi justement de pas être quelque chose de contrôlable et de contrôlé. Donc que quelqu'un devienne fou d'une seconde à l'autre, moi, quoi qu'il arrive, j'arriverai à y croire. J'arriverai à l'accepter en tout cas. Après, je sais pas trop ce qu'il fallait pour vraiment qu'on arrive à y croire plus. Peut-être qu'il fallait qu'elle ait un espèce de rire démoniaque sur son dragon, genre « je vais cramer tout le monde !» Ouais, je suis pas sûr que ça aurait apporté grand-chose. En plus, j'aime beaucoup le fait qu'en termes de mise en scène, ils décident de plus vraiment la filmer elle, et de la filmer de loin, comme ça devient une espèce de menace, et qu'on vit l'apocalypse avec les habitants, et on sait plus vraiment ce qui se passe dans sa tête. À ce moment-là, on n'est plus avec elle, on s'éloigne d'elle, voilà, ça devient cette espèce d'entité folle, et on vit ça à travers le regard de personnages qui sont aussi perdus que nous. Et maintenant, on va switcher sur le personnage de Cersei. Cersei, les gens ont considéré que c'était pas logique ni cohérent qu'elle se laisse battre aussi facilement. Alors moi, j'y vois deux choses. Déjà, la première, j'y vois clairement qu'elle a sous-estimé son adversaire
dû à ce qui s'est passé plus récemment, où un des dragons s'est fait buter plutôt facilement par les scorpions. Je vais rapidement faire une digression pour parler de ça. On considère que ces dragons, c'est mal géré, parce que dans l'épisode précédent, il se fait défoncer comme un ballon de baudruche, et que dans celui-là, il est imbattable, et il arrive à tout défoncer sans qu'on le touche. On peut considérer que c'est une facilité. Moi, j'y vois quelque chose de logique, dans le sens où, dans l'épisode d'avant, le dragon s'était fait attaquer par surprise. L'élément de surprise a fait que le dragon s'est fait toucher par plusieurs flèches. Voilà, il n'était pas alerte, et donc il n'a pas pu les éviter, et il s'est fait défoncer immédiatement. Après ça, Daenerys va attaquer, et finalement, elle renonce parce que, elle est pas confiante, elle vient de perdre un de ses dragons, elle se dit, je vais perdre le deuxième dans la foulée. Mais ça se trouve, elle aura attaqué, elle aurait réussi à les défoncer de la même manière qu'elle le fait dans cet épisode. De plus, là, ils utilisent le fait qu'elle attaque à contre-jour, directement sous le soleil, ce qui fait que les mecs vont encore moins bien, et donc fatalement, à partir du moment où ils le ratent au départ, une fois que le dragon, il est à distance pour brûler les bateaux, tu peux plus rien faire. Voilà, il est là, il brûle tout, et c'est quasiment intouchable. Le truc, c'est qu'en fait, Cersei, elle a eu un espèce de regain de confiance, elle s'est dit, les dragons, j'ai réussi à en buter un, je pourrais en buter deux. Eh non, en fait, Cersei, tu pouvais pas. Donc elle a payé un peu son excès d'orgueil. Mais elle avait quand même un dernier plan dans sa manche, parce que je pense que tous les feux grégeois, là, les feux verts, qui explosent dans les maisons quand Daenerys crame le reste de la ville, pour moi, c'est clairement la continuité du plan de Cersei. Le seul truc que j'avais du mal à expliquer, c'est qui sonne les cloches. Est-ce que Cersei, c'est volontaire que les cloches sonnent ? Je suis pas sûr. Parce que normalement, c'est Tyrion qui dit à Jaime de lui dire, mais vu que Jaime lui dit jamais, je sais pas trop qui fait sonner la cloche en ce moment-là. Bon, là, voilà. Peut-être qu'il y a une explication, j'ai pas réussi à la trouver. Mais si on considère que ça fait partie du plan de Cersei, ce qui est largement possible, on imagine très bien les armées se rendre, progresser dans la ville, et soudainement, tout faire péter avec le feu grégeois. Donc Cersei, à la base, elle avait parié sur le fait que si elle n'arrivait pas à vaincre immédiatement Daenerys, elle arriverait toujours à la battre dans un second temps, après s'être rendue. Donc vraiment un coup de pute, quoi. Et le fait que Daenerys pète un câble, ça fait que qu'importe le plan de Cersei, il est totalement caduque. Tu pouvais pas prévoir que la meuf allait brûler toute la ville à ce point-là. C'était inimaginable, et donc ça fait que Daenerys prend clairement l'avantage sur la situation et est sûre de pas se faire niquer. Donc pour moi, Cersei, elle avait clairement un plan, elle n'était pas en haut de cette tour par hasard. Mais face à ce que fait Daenerys, c'est ingérable. Donc pour moi, Daenerys, c'est plutôt cohérent finalement avec tout son parcours. Et en termes d'écriture, je trouve pas ça si paresseux que ça, parce qu'au moment où elle pète un câble, honnêtement, pour moi, j'avais plein de raisons pour réussir à me justifier tout ça. Et comme je vous l'ai dit, la folie, en plus, il n'y avait pas nécessairement besoin de raison, de mon point de vue. Cersei, je la trouve plutôt cohérente, elle pêche par excès d'orgueil, et elle a toujours un deuxième plan dans sa manche, mais qui foire également parce qu'elle est face à quelque chose qu'elle avait absolument pas pu prédire. Le dragon, c'est peut-être un peu facile, mais encore une fois, j'arrive à y trouver une logique. Et on arrive à Jaime. Alors Jaime, pour le coup, on est réellement dans le phénomène que j'avais décrit, qui est celle de « on n'a pas eu ce qu'on attendait ». C'est-à-dire que le personnage a un parcours qui tend vers la rédemption, avec tout ce qui se passe avec Brienne, voilà, toute cette espèce de moment où on admire ce perso et on a envie de l'aimer, mais à la fin, il retombe dans ses travers, il retombe dans les bras de Cersei, qui est quelque chose qu'il avait quasiment prophétisé dans la saison 5, si je ne m'abuse, à une discussion avec Bronn. Mais voilà, oui, en tant que spectateur, on avait envie que ce personnage arrive à nous satisfaire, et là, on est frustré parce que, il retourne avec cette femme qu'il aime plus que tout, mais que nous, vu qu'on n'aime pas des masses, à part, il y a quelques fans de Cersei dans la salle, mais grosso merdo, c'est quand même un personnage assez détestable, et donc le fait que Jaime, qui est un personnage qu'on a appris à aimer au fur et à mesure des saisons, retombe dans ses bras, écoutez, c'est sûr que ça nous fait chier. Mais ça, pour le coup, je vois vraiment ça comme un problème d'attente. C'est pas quelque chose d'illogique ou d'incohérent. Le mec, il est amoureux de sa sœur, il veut qu'une chose, c'est réussir à la protéger, à la sauver, et finalement, il n'y arrive pas, et il finit par mourir avec elle dans ses bras. Le parcours du personnage est plutôt cohérent avec une certaine forme de symbolisme. Et j'ai envie rapidement de rebondir sur le symbolisme, parce que c'est quelque chose qui a été dit dans un commentaire qui est très intéressant. Il m'explique que, justement, Game of Thrones n'a jamais été enclin au symbolisme au départ. Les gens mouraient de manière totalement improbable, et les morts n'étaient pas symboliques, justement. Il y avait ce côté organique qui fait que d'un coup, hop, quelqu'un mourait. Et c'est vrai que maintenant, toutes les morts dans cet épisode sont symboliques. Et je pense encore une fois que c'est clairement, depuis qu'il n'y a plus les livres pour se baser, c'est encore ce phénomène d'entonnoir qui fait qu'on a besoin de conclure, et que le meilleur moyen de réussir à donner un sens à quelque chose qu'on a artificiellement créé, c'est de créer un symbole autour. Donc les deux frères Clegane qui meurent dans le feu là où leur histoire a commencé, Cersei et Jaime qui meurent ensemble, ensevelis quasiment par le poids de leur péché, il y a quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires et franchement je trouvais ça hyper intéressant. Daenerys qui recrée une société par le feu, là où la société de son père s'était achevée dans le feu. Ouais, il y a tout un côté cyclique qui vient dans cet épisode-là, et qui est là pour apporter vraiment une dose de symbole à des choses qui avaient été clairement artificiellement forcées, pour faire en sorte qu'on y arrive. Après, pour moi, il y a quand même quelques éléments qui sont vraiment difficiles à défendre. La scène où Arya refuse d'aller tuer Cersei, je la trouve très rapidement expliquée. Je trouve que là, le fait qu'Arya refuse à ce moment-là, ça n'a pas vraiment de sens. Là, j'avoue que j'ai du mal à argumenter. Je suis pas là à essayer de tout défendre sans raison. Là, j'avoue que cette discussion qui arrive après un périple de plusieurs jours, à ce moment-là, oui, elle se rend compte que c'est la merde autour d'elle, donc quoi qu'il arrive, elle n'a pas nécessairement besoin d'aller tuer Cersei. Elle se doute que Cersei peut mourir toute seule, mais
que Clegane lui dise 2 mots et qu'elle s'arrête. Bon, bah, peut-être, voilà, je trouve que là, il y a un problème de mise en scène, c'est pas assez impactant. Elle aurait pu se rendre compte qu'en effet, elle avait mieux à faire dehors, peut-être aller sauver des gens, ou elle aurait pu se rendre compte en regardant le combat, ça c'est Mister Joss Quentin qui me l'a dit sur Twitter, en effet, en regardant le combat entre Clegane et son frère, enfin entre les deux Clegane, qu'en fait c'était voué à la mort parce que les deux meurent, enfin voilà, qu'il y a ce côté où ça sert à rien, quoi, c'est futile. Mais la scène en soi, elle est pas terrible. Je ne peux pas vraiment la défendre. Et il y a Tyrion, qui quand même depuis 2 saisons est très loin d'être une flèche. Alors ça, je trouve que ça peut être expliqué d'une manière où, depuis le début, Tyrion, c'est quelqu'un de très cynique, qui a une vision du monde très désenchantée, et c'est ça qui lui procure une forme d'intelligence rare. Le fait que ce soit un nain et qu'il ait toujours été considéré plus ou moins comme un monstre, lui a fait regarder ce monde avec une forme de détestation qui le rend lucide par rapport aux autres, en fait. Il a un espèce de regard en biais qui lui a toujours permis d'avoir cette forme d'intelligence qu'on lui connaît. Mais depuis qu'il a rencontré Daenerys, il croit en quelque chose. Il est tombé dans quelque chose de la forme de l'empathie. Il a baissé sa garde, en fait, sur le monde qui l'entoure. Et donc, il se met à faire des choix de merde. Après, je trouve que c'est un peu forcé. Certes, il fait des décisions qui sont quand même difficilement explicables en termes de logique. Voilà, le fait de comploter avec Lord Varys pour après le trahir immédiatement. Enfin, c'est pas très cohérent. C'est sûr que là, il y a un espèce de paradoxe dans sa manière de penser. Mais j'arrive à voir pourquoi il y a cette espèce de confusion qui s'est installée dans le personnage. Lord Varys, il y a une petite théorie qui est sortie sur internet sur le fait que potentiellement il essayait d'empoisonner Daenerys. Ce serait intéressant si c'est le cas, parce que ça va réussir à expliquer un peu mieux le destin de ce personnage, qui c'est clair, est pour moi mort de manière un peu énigmatique. C'était un peu étrange, on ne comprenait pas exactement vers quoi son espèce de petit complot allait. Voilà, s'il avait décidé de la buter avant qu'elle fasse quoi que ce soit, ce serait bien que ce soit quelque chose de vraiment affirmé. Dans les dialogues, il y a cette espèce de petit moment où elle dit « elle mange pas, pas grave, on y arrivera plus tard », qui laisse supposer qu'il y a du poison dans sa nourriture. Et encore une fois, ça renvoie à quelque chose de la saison, je crois que la saison 1 quasiment, mais c'est pas encore affirmé, donc j'attends, et c'est vrai que ce serait intéressant que ce soit confirmé. Et Jon Snow, dans cet épisode, écoutez, il a rien à faire. Je veux dire, il a pas de raison d'être différent de ce qu'on le présente là. C'est un guerrier, il est au premier rang, il se bat, il se rend compte que c'est la merde, et c'est dans le prochain que ça va jouer. Mais là, dans celui-là, il est juste sonné comme tout le monde. Il assiste à quelque chose d'improbable, et ça le met KO. Donc c'est logique qu'il soit un peu fantomatique, quoi. Bah oui, il est tellement sur le cul que, voilà, il est tétanisé. Donc voilà, tout ça, c'était pour revenir vraiment plus en détail sur cette histoire d'incohérence et de logique. Certes, tout ce que j'ai dit, on va trouver des arguments contraires, on va réussir à m'expliquer exactement l'inverse, que j'ai fait des erreurs sur certains points, qu'on va me dire que là, en fait, ce que j'ai dit, c'était forcé, j'ai forcé une logique. C'est ça qui est génial avec la fiction, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui a été créé de toutes pièces et qui n'est pas complet. Il n'y a pas de vérité en fiction. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'interprétation, mais même qui a tellement de trous, parce que quelqu'un qui écrit une fiction, il n'écrit pas quelque chose de complet, il n'écrit pas une vie. Il écrit des fragments. Et donc tous ces fragments mis bout à bout racontent quelque chose, mais il y a toujours des espèces de choses qui sont sujets à une forme d'interprétation, et chacun y trouve sa logique. Et donc fatalement, si émotionnellement on a été conquis par l'épisode, on va avoir plus de facilité à trouver une logique qui convienne au fait de réussir à trouver ça logique et à pas être dérangé par ça. Et à l'inverse, si l'épisode nous a gênés parce qu'à chaque fois qu'il y avait un espèce de plot hole, là, ce fameux truc où quand elle prend une décision improbable, on se dit mais pourquoi elle fait ça et qu'on n'arrive pas à passer outre, parce qu'on n'arrive pas à se l'expliquer, et on va se dire c'est pas logique et on va rester un peu campé sur nos décisions et on va trouver même des arguments pour expliquer en quoi c'est pas logique. Dans les deux cas, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est juste une histoire de sensation mêlée à ce qu'on interprète comme étant logique. L'important, je pense que c'est d'éviter la mauvaise foi, c'est de reconnaître fondamentalement que certains éléments ont été posés de manière à expliquer quelque chose, mais de l'autre côté, de réussir aussi à admettre que les éléments posés ont été posés de manière un peu précipitée, pas toujours de manière extrêmement subtile, que les séquences par moments semblent un peu forcées. Par exemple, l'oncle de Theon qui sort de l'eau pour se battre avec Jaime, c'est totalement artificiel pour moi. Voilà, ça c'est le genre de truc, je peux pas fermer les yeux sur quelque chose comme ça. Le mec sort de l'eau après s'être fait brûler par un dragon, pile poil devant Jaime pour se battre avec lui. Enfin, c'est ce qu'on appelle une coïncidence, mais je sais que la coïncidence, c'est pas le monde qui l'a créé, c'est un scénariste qui s'est dit, bon, alors là, il va sortir de l'eau. C'est pas un peu facile, ça? Non, ça passera. Voilà, ça je vois, j'imagine très bien, mais il y a plein d'autres moments où je vois que la décision, elle est beaucoup plus réfléchie que ce qu'on pourrait croire. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, j'espère ne pas avoir été trop long. Je voulais faire vraiment un mea culpa parce que je m'étais clairement fourvoyé sur la réticence que les gens avaient eu avec cet épisode. J'avais vraiment pris ça à la légère, et c'est heureusement dans les commentaires que les gens ont réussi à vraiment me détailler les problèmes, et c'est pour ça que j'avais envie de les tacler tous un par un avec ma logique, comment j'arrive à justifier tout ça et expliquer que tout ça n'est pas si, on va dire, écrit de manière aussi bâclée que ça, quoi. Mais ce sentiment de bâclage,
il est inhérent au fait d'avoir décidé de terminer quelque chose dans un rythme clairement trop rapide, qui était interminable aussi rapidement. Ça, de base, c'est sûr qu'ils allaient vers une impasse, et on est... C'est pas pour moi, le terme est plus rushé que bâclé. C'est-à-dire que je vois pas ça étant bâclé, je vois ça rushé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de réussir à vraiment étendre les choses pour faire en sorte que ce soit harmonieux, et donc ils vont à l'essentiel, et ça peut dérouter, ça peut donner ce sentiment de facilité, parce que clairement, tu grilles quelques étapes sur la route, et donc ça donne cette saison qui est, pour moi, un peu problématique. Pour moi, le vrai problème, c'est l'asymétrie de cette saison. Pour moi, ils ont perdu un épisode avec le premier, qui est vraiment un épisode qui sert juste à poser quelque chose qui ne sera pas du tout exploité, des rencontres de personnages à Winterfell, qui auraient pu très bien être intégrés dans l'épisode 2, parce qu'au final, l'épisode 2, il condense un peu tout ça avec cette nuit avant la bataille, et ils utilisaient ce premier épisode pour développer beaucoup plus les personnages qui manquent de développement maintenant. Un personnage comme Cersei, c'est pas suffisant ce qu'elle a eu dans cette saison. Mais après, le problème de Cersei, c'est que si tu la fais être proactive, tu repars pour quelque chose de long et de laborieux. Parce qu'elle peut pas juste se contenter de rien foutre, en fait. Si elle fout rien, elle fout rien, tant mieux. Mais si elle bouge, c'est mort. Enfin, tu peux pas finir la saison avec Cersei qui décide de s'activer. Et donc, fatalement, ils ont dû faire le choix de la laisser un peu en retrait. Et je comprends que ça déçoit, je comprends, mais le choix est fait, et c'est le seul choix, je pense, possible pour terminer la série dans le nombre d'épisodes qu'ils avaient voulu faire. Après, voilà, en fait, c'est cette décision qui est le plus critiquée. C'est le manque d'épisodes. C'est indéfendable, oui. Clairement, il y a un problème de rythme. Clairement, il manque des épisodes. Clairement, ils n'arrivent pas à aller au bout des intrigues de manière aussi harmonieuse que ce que ça aurait dû être. Mais je pense pas que 2-3 épisodes auraient réellement pu changer drastiquement la donne. Je pense que là, on est sur un truc qui était tellement tentaculaire que pour réussir à tout finir, il fallait 3-4 saisons vraiment bosser, mais peut-être que ça serait essoufflé avant la fin. Aussi, là, on est quand même sur un programme qui a réussi à créer un engouement démesuré parce qu'il s'est terminé au bon moment. Je pense qu'en termes de production, il se termine vraiment au moment où il faut. Mais en termes d'artistique, il en aurait fait le plus, c'est indéniable. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'avais envie de mettre les choses au clair. Je suis désolé pour les gens que j'ai un peu méprisés peut-être dans mon intro de vidéo, parce que franchement, je me suis vraiment planté. Mais ces gens-là existent, les gens qui attendent des choses. Sur le cas de Jamie, je pense que je suis pas loin de la vérité. Et sur d'autres choses aussi, mais c'est vrai que c'était pas vraiment lié à cet épisode-là, c'était plus lié à plein de choses, Star Wars 8 en particulier, même si la proposition faite après la déception n'est peut-être pas à la hauteur de la destruction effectuée. Voilà, bref, je n'ai pas envie à chaque fois de revenir sur Star Wars 8. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!